De quoi allons-nous parler dans cette vidéo? Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo. On pourrait commencer par aborder ce thème. Pourquoi? Pourquoi n'ai-je pas fait de vidéo depuis longtemps? J'en ai fait tellement pendant un an. Une par jour presque. Des fois, je sautais des journées. Des fois, j'en faisais 2 par jour. J'étais vraiment dans une mission. On va peut-être aborder le thème de la mission dans cette vidéo. Avoir une mission dans sa vie. Et là, YouTube Studio m'a averti que ça faisait un an. Et je me suis dit, c'est le moment propice pour prendre une pause, faire de l'introspection, réfléchir à où tout cela s'en va. Est-ce que je vais continuer à en faire autant pendant des années encore? Je ne sais pas. Il y a 3 façons de faire une bonne vidéo de reconditionnement de la douleur dans mon expérience. Premièrement, il faut lire les livres. Deuxièmement, il faut regarder beaucoup d'autres vidéos des autres chaînes. Et il faut, et ça c'est le plus important, parler aux gens. Et là, dans la dernière année, à un moment donné, ces 3 coches-là, ces 3 cases-là étaient cochées. Je lisais les livres, je regardais les vidéos de reconditionnement de la douleur et je parlais à des gens. Donc, dans la dernière année, si on peut appeler ça le sommet de la chaîne, quand ces 3 conditions-là étaient remplies, il y a dans la pile de vidéos que j'ai faites quelques vidéos utiles, j'ose le dire. Vous pouvez trouver quelques vidéos utiles là-dedans. Mais là, en ce moment, peu ou pas de ces 3 conditions sont remplies. Je ne lis plus les livres. Il n'y en a plus. Je crois que j'ai lu tous les livres de reconditionnement de la douleur. Il n'y en a pas à l'infini. Il y en a une dizaine, une vingtaine, une trentaine. Lorsqu'on s'approche de la trentaine, la qualité commence vraiment à diminuer. Peut-être qu'il y en a 40, mais vraiment, là, à la fin, on est au fond du tiroir, au fond du baril. Ça ne vaut pas grand-chose. Je les ai toutes lues. J'ai tout lu les livres. Pour ce qui est des vidéos des autres chaînes, je ne suis plus capable de regarder des vidéos de reconditionnement de la douleur. Ça m'emmerde. Royalement. Royalement. Et il faut parler aux gens. Je parle encore à des gens, des fois. J'ai parlé à quelqu'un il y a 2 jours. Et je parle à moins de gens. Donc, je me dis, c'est ça, je ne peux pas faire autant de vidéos qu'avant. Il faut que ça sorte de quelque part. Mais je me suis dit, je vais faire une vidéo sur moi-même, sur ce qui se passe avec moi. Et je crois que ça pourrait quand même être utile à quelqu'un. On va parler, je crois, pour commencer, principalement des drogues. Légales et illégales. Y a-t-il une différence? C'est un thème qui émerge pour moi en ce moment. Par où commencer? Je crois que quelqu'un m'a interpellé l'autre jour. Il m'a dit « Ah, tu fais plus de vidéos, qu'est-ce qui se passe? Tu nous as laissé sur une note un peu anxieuse. » Et je veux vous rassurer, ça va très bien. Mon anxiété a baissé drastiquement. Drastiquement. C'est pour ça que j'ai abordé le thème des drogues. Moi, je voyais un psychologue gratuit. Et là, j'avais cette espèce de mentalité « Ah, c'est gratuit, autant en profiter. » Comme un bon capitaliste, profitons-en. Mais de plus en plus, je vois que ce n'est pas une bonne stratégie, ça. Je n'ai pas d'alliance thérapeutique avec ce thérapeute. Il est très jeune, très vert. Il ne me parle pas de lui du tout. Je n'ai aucune idée de ce qu'il a traversé. Et là, lui, il disait, c'est ça, tu as 8. Attends, là, tu es à 8 sur 10 d'anxiété en ce moment. Tu devrais peut-être considérer des drogues, des antidépresseurs. Il m'a conseillé d'aller voir le psychiatre gratuitement au CLSC. Et j'ai décidé de me plier à l'exercice. Ça a pris du temps à avoir le rendez-vous avec le psychiatre. Et par le temps que le rendez-vous approchait, j'avais déjà réalisé par moi-même qu'une grande partie de mon anxiété était justement causée par les drogues. Parce que
je buvais de l'alcool au point de me saouler quelques fois par semaine et je fumais du cannabis, du pot, qui est légal au Canada, on va l'ajouter. Je ne sais pas pourquoi je fais cette distinction, on va parler de drogue illégale également dans cette vidéo. Mais j'ai réalisé que une grande partie de mon anxiété était causée par la consommation d'alcool et de cannabis. Et là, j'ai arrêté complètement et mon anxiété a diminué drastiquement. Drastiquement. Je suis allé voir le psychiatre et il m'a dit « Je vois aucun besoin pour toi de prendre de la drogue. Il n'y a aucune raison pour toi de prendre de la drogue. » J'étais content, ça l'a confirmé ce que j'avais décidé déjà par moi-même. Je me suis dit « Je vais y aller, je vais écouter ce qu'il a à me dire. S'il me propose une drogue, je vais faire des recherches. » Mais ça m'aurait énormément surpris que je prenne la drogue qu'il m'aurait conseillé. Ah, il y a un avion. Je vais vous montrer en attendant le paysage ici. C'est beau. On est sur les bords de la rivière Saint-Charles, près de Québec. Au Québec, évidemment. Québec, Québec. Et donc, j'ai décidé de ne pas prendre de drogue, évidemment, d'antidépresseurs, qui est un gros thème dans la chaîne. Pourquoi prendre des médicaments pour la douleur neuroplastique? La douleur neuroplastique n'est pas un problème. De plus en plus, ce que je réalise, c'est ça. Pourquoi prendre de la drogue pour l'anxiété? L'anxiété n'est pas un problème. J'aurais tant aimé que quelqu'un me dise ça lorsque j'étais jeune, lorsque j'avais 15 ans, que j'ai commencé à ressentir de l'anxiété. Si seulement quelqu'un aurait pu me dire « c'est normal », je ne les aurais pas crus initialement. C'est normal, l'anxiété. C'est normal. Tu as 15 ans, tes hormones commencent à s'activer comme ça. Ils créent des cascades dans ton corps. Tu commences à comprendre le monde de plus en plus. Les riches qui s'enrichissent, les pauvres qui deviennent de plus en plus pauvres. Le massacre écologique. On saccage les forêts. Je ne sais pas c'était quoi à l'époque, il y a une espèce qui disparaît à chaque 9 minutes. 9 minutes? Tu commences à lire des livres d'histoire. Tu réalises que l'histoire, c'est une série de pillages, de viols, d'exploitation de l'homme par l'homme, d'exploitation de la nature. Tu te sens anxieux. C'est normal. C'est normal. Ça serait le contraire qui serait étonnant. Attends, tes hormones sont en train de créer plein de cascades à travers ton corps. Tu apprends qu'il y a un massacre écologique, que l'histoire est une série de pillages. Tu te sens pas anxieux. Non, je suis correct avec tout ça, moi. C'est ça qui serait bizarre. On est sur une roche qui tourne dans le vide autour d'une boule en feu. Ah, moi, ça me crée pas d'anxiété, ça. Je suis tout à fait à l'aise avec ça. Je ne suis pas sur la drogue en ce moment. Tout à fait à jeun. Mais j'ai commencé à prendre des drogues lorsque j'étais adolescent. Surtout des drogues psychédéliques. J'étais très attiré par la religion, la théologie et les drogues psychédéliques. Je me suis toujours interrogé sur le sens de la vie. Peut-être que ça va être un des thèmes de la vidéo. Le sens de la vie. Rien de moins. Le sens de la vie. Le sens de la vie. Et c'est un discours qu'on entend dans le monde de la douleur chronique. Ceux qui ont éliminé leur douleur chronique à travers la thérapie psychédélique. J'ai entendu une histoire l'autre jour qui m'a été contée par une source que je considère fiable. Je connais une fille, cet homme connaît une femme qui a éliminé sa douleur chronique avec la thérapie aux champignons magiques. Elle était dans les narcotiques anonymes. Elle était sobre depuis plusieurs années. Je crois même que ça se comptait en termes de décennies. Et là, elle a fait une thérapie psychédélique. Elle a éliminé sa douleur chronique
qu'elle avait depuis des années. Elle a conté cette histoire à la rencontre des NA, des narcotiques anonymes. Et, croyez-le ou non, je ne connais pas le terme français, ils lui ont retiré sa chip de sobriété. Je dis, attends, là, c'est ça qu'ils ont retiré de l'histoire. Tu as consommé du champignon magique, tu n'es plus sobre. Ils lui ont enlevé sa chip. Je ne sais plus, ça faisait combien de temps? 10 ans? Peu importe. Jour 1, tu recommences à zéro. J'ai trouvé cette histoire drôle, mais un peu triste aussi. Mais il y a des gens qui m'ont mentionné ça dans les discussions. Ils disent « Ouais, c'est ça la thérapie psychédélique, il y a des gens qui font ça. » Moi, je ne conseille pas ça. Champignon magique, c'est un peu la magie. C'est vouloir contourner, dans un sens, le reconditionnement de la douleur. Je suis un grand fan des psychédéliques pour le travail de guérison dans la vie en général. Mais comme je le dis toujours, je vois ça, moi, séparé du reconditionnement de la douleur, séparé du processus pour éliminer sa douleur chronique. Le processus de guérison, en fait, n'a pas de fin. Si vous attendez d'être guéri pour éliminer votre douleur chronique, vous n'éliminerez jamais votre douleur chronique car nous ne sommes jamais guéris. C'est un travail qui dure toute la vie, le travail de guérison, et les psychédéliques peuvent aider. Mais je ne compterai pas là-dessus, même si j'ai entendu des belles histoires. Vous pouvez l'essayer, mais ce n'est pas ce que je recommande. Moi, je recommande le reconditionnement de la douleur. Et souvent, tout ce qui essaie de contourner le reconditionnement de la douleur, je vois ça, pas toujours, mais souvent comme de l'évitement. Si seulement je pouvais adresser la bonne émotion, si seulement je pouvais adresser le bon traumatisme, si seulement je pouvais faire la bonne thérapie psychédélique, ma douleur baisserait par magie. Je n'aurais pas besoin de faire le reconditionnement de la douleur. Ah ah! Pourquoi? Parce que c'est difficile. C'est difficile, le reconditionnement de la douleur. Il faut faire monter les symptômes. Toute votre vie, souvent, aux gens que je parle, votre vie est basée autour de maintenir, baisser les symptômes. Toutes vos stratégies sont basées là-dessus. Et c'est tellement contre-instinctif. Il faut faire monter les symptômes. Peut-être que si je prends des champignons magiques, je vais pouvoir éviter tout cela. Et moi, je suis un grand fan des drogues psychédéliques. J'en ai essayé plusieurs, LSD, champignons, DMT. C'est dimethyltryptamine, c'est l'agent psychoactif dans l'ayahuasca. J'en ai consommé. J'ai fait beaucoup d'expérimentation. Et ce que je peux vous dire, par contre, c'est que ça m'a aidé, je crois, d'avoir fait autant de psychédéliques dans ma vie, dans le reconditionnement de la douleur. Pourquoi? Parce que c'est très difficile pour moi de prendre le mot « réalité » au sérieux. Il faut toujours que j'ai un réflexe maintenant, je sors les guillemets. Réalité, la réalité. Dès qu'on a fait beaucoup de psychédéliques, de drogues psychédéliques, c'est presque impossible de ne pas sortir les guillemets comme ça. La réalité. L'individu moyen semble penser que ce qu'il appréhende au quotidien est la réalité. Et que là, si on prend une drogue, on hallucine. Et c'est faux. L'hallucination est fausse, mais au quotidien, j'appréhende la vraie réalité. Et même si on comprend intellectuellement que ce n'est pas le cas, on vit de cette façon-là, comme si ce qu'on appréhende, c'est le vrai monde, ce qui n'est pas le cas. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette expression. Je crois que je l'ai utilisée une fois dans la chaîne. Une expression très utile à garder en tête, c'est hallucination contrôlée. C'est ça notre perception quotidienne. Tout est une hallucination. Ce n'est pas qu'on prend des champignons magiques et tout d'un coup on hallucine. C'est que au quotidien, nous avons une hallucination contrôlée. Et là, lorsque nous prenons certaines substances ou que nous sommes en psychose, l'hallucination devient un peu hors de contrôle. Contrôler, pourquoi? Premièrement, toujours, la première fonction de l'organisme du cerveau, la survie. Qu'est-ce qui est utile à la survie? Qu'est-ce qui est utile à maintenir l'organisme qui est la base de cette perception? Et aussi, pour bien
fitter dans la société. Hein? Lorsqu'on veut se joindre à une secte, il y a une période d'adaptation où il faut qu'ils nous lavent le cerveau pour qu'on apprenne leurs codes, leurs règles arbitraires. Mais nous, quand on a été élevés dans une société, on ne se rappelle plus de l'étape où on s'est fait laver le cerveau. De 0 à 5, 6, 7, ça dure toute notre vie, mais c'est surtout au début que ça se passe. Ils ont beaucoup influencé notre perception de l'hallucination. Mais lorsqu'on prend des drogues, surtout psychédéliques, on commence vraiment à questionner les règles arbitraires de la société, mais surtout notre perception. Et c'est ça qui m'a aidé, moi, dans mon reconditionnement de la douleur, le fait que j'ai eu beaucoup d'expériences psychédéliques. Et beaucoup de gens à qui j'ai parlé prennent leur douleur au sérieux. Ils voient leur douleur comme quelque chose de vrai, de réel. Et comme je l'ai déjà mentionné, moi je n'aime même pas le concept de l'erreur. La douleur neuroplastique est une erreur du cerveau parce que une erreur du cerveau, ça implique qu'il y a une perception non erronée. Avant d'avoir la douleur neuroplastique, vous aviez une bonne perception de la réalité, perception non erronée, et là, une erreur s'est produite, comme quand on prend une drogue, et là, vous hallucinez. Et votre douleur neuroplastique est une hallucination. Et si vous réussissez à corriger l'erreur, vous n'hallucinerez plus. Non, tout est une hallucination. Tout est une hallucination. La douleur neuroplastique est une hallucination. Et je le réalise de plus en plus, lorsque vous ne serez plus en douleur neuroplastique, ça va être encore une hallucination. Encore une hallucination. Très important de comprendre ça, parce que j'ai envie de dire, presque tous les gens à qui j'ai parlé, vous semblez penser que notre douleur neuroplastique est réelle. Mais même la douleur structurelle est une hallucination produite par le cerveau. Donc, je voulais aborder ce thème-là de la drogue, l'alcool, le cannabis. Si vous souffrez d'anxiété plus que la moyenne, je vous conseillerais de ne pas boire d'alcool. J'ai décidé d'arrêter complètement. Peut-être des fois, petite soirée, je peux boire une bière ou deux, c'est tout. Je ne me saoule plus. Je ne consommerai plus de cannabis, c'est décidé. Ça créait de la haute anxiété. Mais je ne prendrai pas de drogue donnée par le psychologue et le psychiatre. J'ai décidé. Ça a été difficile pour moi arrêter l'amitriptyline, arrêter de prendre de la drogue. Lorsque j'étais en douleur chronique, je ne vais pas me replonger dans la drogue. Ça serait absurde. Il faut apprendre à vivre avec les sensations difficiles, sans vouloir tout de suite s'anesthésier ou modifier ou peu importe. Vite! Je ne veux plus sentir cette sensation. Il faut laisser les choses couler à travers nous, comme une rivière. Il y a des roches comme ça dans la rivière qui retiennent l'eau un peu, mais à peine si le courant est bon. Mais lorsqu'on vient en douleur chronique, lorsqu'on commence à prendre des pilules, tout ça, on crée un barrage dans la rivière. On ne veut plus sentir. Il faut laisser tout ça couler à travers nous. Très important. Ne plus résister. Et les médicaments, c'est une des façons numéro 1. Je veux parler juste pour moi, je ne vais pas parler pour vous. C'est la façon numéro 1 dont je résistais. C'est une des dernières choses, d'ailleurs, que j'ai fait dans mon processus. Arrêter les médicaments. Ça m'a pris du temps. Souvent, dans les gens, je remarque, c'est la façon numéro 1 dont ils résistent à la douleur, la prise de médicaments. C'est la façon de convaincre votre cerveau que vous êtes malade, numéro 1 aussi. Et puis vous êtes jeune, vous avez créé des associations entre le médecin qui vous prescrit quelque chose, la pilule, on ouvre le pot 3 fois par jour avec les repas. Le cerveau dit, je suis malade en ce moment, je prends des pilules.
Il y a quelque chose qui cloche avec moi. Il n'y a rien qui cloche avec vous si vous avez de la douleur neuroplastique ou de l'anxiété. Ce n'est pas un problème, l'anxiété ou la douleur neuroplastique. Il n'y a rien de dangereux. Il faut la laisser couler à travers nous. Enlever les roches, enlever les bio. Arrêter de résister à tout ça. Très important. 20 minutes. C'est de ne jamais aller bien au-delà du 40-45 minutes. Donc, on est à la mi-chemin de la vidéo. On peut pivoter ici vers d'autres thèmes. J'ai parlé à quelqu'un récemment. Ça, c'est toujours ce qu'il y a de mieux. Que sinon, je peux partir dans mes histoires à moi. Ça ne connecte pas nécessairement avec les gens. Un thème qui a émergé dans la session, c'est avoir une mission dans la vie. Est-ce que vous sentez que vous avez une mission? Par rapport à la mission, il y a principalement deux types de gens. Il y a ceux qui ne savent pas qu'on doit avoir une mission, ils ne savent pas qu'ils ont une mission. Ils ne pourraient même pas s'imaginer ce que pourrait peut-être être leur mission. Et il y a les gens qui le savent à certains degrés, au fond d'eux-mêmes, ils ont une petite idée, mais ils n'essaient pas de l'accomplir. Ils sont en déni. J'ai longtemps été comme ça. Je prends une pause comme ça de la chaîne, je m'interroge beaucoup sur deux choses principalement. La mission et l'archétype du guérisseur blessé. Pour moi, les deux sont étroitement connectés. Je parlais à une dame et elle, son emploi, son travail était étroitement connecté avec sa mission. Elle sentait qu'elle s'accomplissait dans son travail. Elle organisait des concerts de musique dans sa ville. Mais de plus en plus, elle était insatisfaite par ce travail. Elle voyait ça de plus en plus d'une façon administrative, jusqu'au point où elle n'écoutait même plus les concerts qu'elle organisait. Au début, elle était très excitée. Elle organisait les concerts et là, le but de tout ça était évidemment de s'asseoir et d'écouter la belle musique avec les gens. Elle dit à la fin, je n'écoutais même plus les concerts que j'organisais. Je n'avais plus de sens comme ça dans ma vie, dans mon travail. J'ai arrêté de travailler. J'ai commencé à rester chez moi. Ce n'est pas le seul mécanisme. Nous avons exploré d'autres mécanismes, mais je disais, on est vraiment ici dans un gros filon. Des raisons pourquoi tu as développé, selon moi, la douleur chronique. Il faut avoir un sens à sa vie. Il faut avoir le sens d'avoir une mission. Moi, j'en avais eu un, c'était l'écriture. Et lorsque j'ai arrêté d'écrire, je n'ai pas essayé de remplacer ça par quoi que ce soit. Je n'avais plus de but, je n'avais plus de mission. Ça n'a pas pris un an. Quelques mois plus tard, j'étais en douleur chronique. Et pour éliminer la douleur chronique, ça a été une grosse partie du processus de retrouver une mission. Ça a été crucial dans mon processus. Retrouver le sens de la mission. Et là, j'ai vu que il n'y avait pas de chaîne de reconditionnement de la douleur en français. Je me suis dit, je peux faire une chaîne. Je peux commencer à parler aux gens. Parler aux gens, c'était un peu secondaire. Hein? Moi, je n'ai pas parlé à personne, comme je le répète souvent. Et donc, je me suis servi seulement des vidéos YouTube. Je me disais, il faut que j'en fasse plein. Pendant un an, j'espère que ça paraît, j'espère que ça se sent à travers les vidéos, j'avais un sens de la mission, j'avais une mission. J'étais vraiment sur une mission. Faire le plus de vidéos possible en un an. Je sais pas combien j'en ai fait, plus de 275. J'en ai même supprimé quelques-uns. J'étais vraiment sur une mission. Et c'est crucial, selon moi, pour éliminer la douleur chronique. J'ai parlé à quelqu'un il y a 2 jours et c'est un thème qui a émergé, mais je n'avais pas besoin d'attendre cette rencontre. J'y réfléchissais, je réfléchissais à mes entretiens avec les gens. Je ne suis pas prêt à dire tout, mais la plupart des gens à qui j'ai parlé
semblait un peu perdu dans la vie et ne plus avoir de sens de mission. C'était soit des gens comme moi qui avaient trop mal pour travailler, des gens à la retraite, ou souvent des gens qui travaillaient mais ne semblaient pas accomplis dans leur travail. Ça, c'est important hein, au sens le plus large. L'emploi du temps, mais de façon plus étroite, l'emploi avec lequel on gagne notre pain, la façon qu'on est rémunéré. C'est un sujet ça, que j'hésite toujours à aborder parce que c'est très, très délicat, le gagne-pain. Mais moi, j'ai commencé là, à travailler de plus en plus. Je travaille la majorité des jours de la semaine. Et c'est un emploi intéressant. Mais ce n'est pas un emploi dans lequel je me sens accompli. Ce n'est pas un emploi dans lequel je sens que j'accomplis ma mission. C'est pour ça que je me permets maintenant d'aborder le thème parce que c'est là que j'en suis, c'est ça. Je gagne de l'argent avec ce travail. Mais je réalise qu'en termes de ma mission, je m'éparpille un peu. Je gaspille de l'énergie. C'est intéressant. Je suis content de le faire. Je suis content de travailler. Mais selon moi, j'en parle pas souvent, c'est une des grandes causes de la douleur chronique. Être pris dans un travail dans lequel on ne se sent pas satisfait. Quand on lit des livres sur la mission n'a pas nécessairement besoin d'être connectée avec notre travail, mais très souvent, elle l'est. Il y a des études qui nous le disent. Si on se sent insatisfait par notre travail, on a 2,5 fois plus de chances de développer des maux de dos, par exemple. Très important pour l'humain d'avoir un sens dans sa vie. Et moi, pendant 1 an, j'ai vraiment senti que j'avais une mission, que j'étais en train de l'accomplir. Et là, j'ai commencé à avoir des doutes, ce qui est très normal, initialement et au cours de la mission. Et les doutes tournaient surtout autour du thème de ce que j'appellerais en ce moment le guérisseur blessé. De plus en plus, je remarquais à quel point je n'étais pas guéri. Ça, c'est une bonne nouvelle pour vous. On n'a pas besoin d'être guéri pour éliminer sa douleur chronique. Je remarquais à quel point j'étais encore blessé. J'avais encore beaucoup de blessures. Ça m'a donné un doute énorme sur ma capacité à aider les gens. J'ai commencé à réfléchir de plus en plus sur le thème. Je médite là-dessus. J'ai lu un excellent livre, Le guérisseur blessé. Et lui, il dit que non seulement ce n'est pas un problème d'être un guérisseur blessé, on va attendre que l'avion passe, on va regarder la rivière qui coule. C'est beau. Mais c'est une force. Et souvent, les deux thèmes se rejoignent ici. C'est notre blessure qui nous donne notre mission. C'est un thème qui revient souvent. Souvent. Il dit dans ce livre que c'est excellent quand on parle à quelqu'un, quand la personne sent que nous ne cachons pas nos blessures. J'ai toujours été très ouvert avec ça. Peut-être pas toujours, mais je m'ouvrais de plus en plus au cours de la chaîne sur mes propres blessures. Très important. Ne pas prétendre devant la personne qu'on est guéri, qu'on est bien, qu'on est parfait. C'est clé, c'est la clé. Et dans l'autre sens, c'est très important pour la personne, qui dans ce cas-ci serait le guérisseur, de croire et de faire appel au médecin intérieur de l'autre personne. On ne peut pas guérir quelqu'un. Tout ce qu'on peut faire, c'est aider l'autre personne à accéder à son médecin intérieur. Donc, lorsqu'on parle à quelqu'un, c'est très important que la personne qui fait appel au guérisseur, si on va appeler ça comme ça, soit au courant. Le guérisseur doit être au courant de ses blessures. Les blessures doivent être accessibles à la personne qui recherche de l'aide. Mais le guérisseur blessé doit
absolument faire confiance au médecin intérieur de la personne et réaliser que les deux personnes sont blessées. Les deux personnes sont blessées. Le guérisseur est blessé et le blessé a un guérisseur interne. Et je remarque que peut-être au début, dans mes entretiens avec les gens, je ne faisais pas assez confiance à ce guérisseur interne de la personne. Et il y avait beaucoup, difficile pour moi de l'admettre, mais les gens me remercient souvent de mon honnêteté, il y avait beaucoup d'ego au début de la chaîne. Hein, je me disais, je vais faire une chaîne, je vais aider les gens à sortir de leur douleur chronique. Et moi, j'ai eu besoin de 3 YouTubers, mais je me disais, oui, c'est ça. Même s'ils n'ont pas besoin que seulement de moi, je vais être une grosse partie de la raison pourquoi ils vont éliminer leur douleur. Et là, ils vont venir, ils vont faire des histoires de succès, et ça va inspirer d'autres personnes. Et c'est difficile pour moi d'admettre ça, mais il y avait beaucoup d'ego là-dedans. J'aime pas l'admettre. Difficile. Mais de plus en plus, je travaille là-dessus. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre d'être guéri pour éliminer votre douleur. Ça, je réalise, c'est toujours un peu la même chose qui se passe à un niveau différent. Et là, tout d'un coup, je me disais, mais peut-être, j'ai commencé à avoir des doutes sur ma mission. Je me disais, peut-être qu'il faut que j'attende d'aller mieux, peut-être qu'il faut que j'attende d'être guéri pour pouvoir aider d'autres personnes. On n'a pas besoin d'attendre d'être guéri pour aider à guérir. Si on attend, si je vais attendre d'être guéri pour aider les autres, ça n'arrive jamais. On n'est jamais... C'est un processus, c'est continuel. Il faut commencer à quelque part. Et on réalise au fur et à mesure. La guérison se fait au fur et à mesure. On n'a pas besoin d'attendre d'être guéri pour éliminer la douleur. On n'a pas besoin d'attendre d'être guéri pour aider les autres à guérir. On peut toujours faire une partie du travail, une partie du chemin. Et là, c'est d'enlever l'ego, justement, de réaliser qu'on est seulement une petite pièce du casse-tête. Ça prend toujours plus qu'une personne pour nous aider. Mais c'est tout ce que c'est de l'aide. Il faut faire appel à son guérisseur intérieur et apprendre à lui faire confiance et se guérir soi-même. Personne ne peut le faire pour nous. On peut se faire guider, on peut se faire aider. Mais personne ne peut nous sauver. J'ai beau explorer le terme sauveur. Des fois, on dit sauveteur aussi. Le syndrome du sauveur. Ah, je vais vous montrer il y a un petit canard. J'apprécie ici. Le canard. Park, park, park. Aucun souci, hein. Il se laisse aller comme ça au cours de la rivière. Pas beaucoup de résistance. Il se laisse couler par le courant. Donc, j'ai abordé tous les thèmes que je voulais aborder dans cette vidéo. Je voulais vous rassurer que je vais bien, même si je ne fais pas de vidéo. Mon anxiété a baissé drastiquement parce que j'ai arrêté de consommer des drogues et que je ne prendrai pas de drogue légale, officielle, pour essayer de gérer mon anxiété. Il n'y a rien à gérer. Je voulais vraiment aborder le thème de la mission. Je ne crois pas que pour éliminer la douleur chronique, il faut absolument trouver sa mission, mais il faut commencer à se poser la question. Quelle est ma mission? C'est assez de commencer à se poser la question. Qu'est-ce que je fais ici? Quel est mon but? Selon moi, ça fait partie du processus.
Beaucoup de gens en douleur chronique sont perdus. Ils ont perdu le chemin. Ils ne savent plus trop quoi faire. Et là, toutes les espèces de tentatives de gérer la douleur, baisser la douleur, sont des distractions par rapport au fait qu'on n'a plus le sens de notre mission. Si vous êtes obsédé comme moi je l'étais par des choses comme les oreillers, les matelas, les souliers. Ah, c'est les souliers, il faut que je change de souliers. Ah, c'est mon matelas, il faut que je change mon matelas. L'oreiller est trop épais, l'oreiller n'est pas assez épais, il faut que je change d'oreiller. Distraction. C'est des distractions. Pourquoi? Parce que vous avez perdu le but, vous avez perdu le sens de votre vie. Et vous ne voulez pas chercher la mission. Alors vous regardez de l'autre côté comme ça. Le matelas, les oreillers, les souliers. Parce que c'est effrayant, ça fait peur. Aller sur le chemin de sa mission. C'est difficile. Mais ça vaut la peine parce que c'est là que la vie prend tout son sens. Ah tiens, un autre ami ici. Ça va rejoindre son petit ami. Quack, quack. J'espère que cette vidéo a été utile. Je crois que je vais faire moins de vidéos qu'avant. Ça me surprendrait que cette année, j'en fasse plus de 275. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui va arriver. Je suis plus occupé, j'ai fait des études, j'ai commencé à travailler. On va voir où tout ça s'en va, on ne le sait jamais. Je me sens un peu dans une période de reconsidération, de doute par rapport à la mission, mais d'après ce que je comprends, ça fait partie intégrante d'être sur le chemin de la mission. Il y a des périodes de doute, il y a des saisons. Dans la dernière année, je le vois, il y a eu une explosion. Au début, c'était le printemps. Lorsqu'on regarde les premières vidéos, il était tout jeune, il était tout vert. Il y a eu une explosion. Il y a eu une espèce de sommet à la chaîne où je cochais comme ça les 3 cases. D'excellentes vidéos, je crois. En restant humble. Je lisais les livres, je regardais les vidéos des autres chaînes. Et je parlais aux gens. J'espère qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont faire des chaînes. Moi, ça m'en a pris 3. Et c'est ça, après plus de 250, j'atteignais ce que j'appelle le point de saturation. J'en avais assez, là, j'ai un peu tanné de Tanner Murtaugh. Après 250 de Jim Prusak, j'étais un peu tanné de Jim Prusak. Dan Buglio, plus de 2000. Est-ce que je veux faire ça dans ma vie? Est-ce que je veux répéter la même chose dans chaque vidéo pendant des années? Ça dépend. Si je commence à parler à des gens quotidiennement comme lui, peut-être que je vais avoir la sagesse de faire ça. Parce que plus on parle aux gens, plus on réalise qu'il faut répéter le message, répéter le message, répéter le message. Et je vais finir là-dessus. Moi, je l'ai déjà dit, je vais le répéter, ça m'a pris des milliers de répétitions avant de comprendre le message. Quel message? Le message ultime. Je vais finir cette vidéo avec le message ultime. Ça prend du temps à se rendre là. On ne peut pas commencer avec cette réalisation-là, mais il y a un moment où on se dit « je ne réussirai jamais ». Je ne réussirai jamais. Il y a un moment où on se dit « je réussirai peut-être ». Il y a un moment où on se dit « je vais être correct un jour ». Wow! Un jour, je vais être correct.
Je le sais, là, je le vois, mais c'est encore dans le futur. Et là, ce qu'il faut faire, c'est amener le futur dans le présent parce qu'un jour, ça n'arrive jamais. Demain n'arrive jamais. Si vous pensez que vous allez être correct un jour, vous n'allez jamais être correct. Un jour n'arrive jamais. Il faut amener le futur dans le présent et réaliser qu'on est correct maintenant. Je suis déjà correct. Je sais que c'est difficile à comprendre au début, mais il a fallu que je plante cette semence dès le début. Ça a pris du temps avant qu'elle germe, cette idée, mais elle a fini par porter fruit. Et ce n'est pas lorsque les symptômes étaient à zéro que je l'ai réalisé. C'est en plein milieu des hauts symptômes. C'est le seul moment où on peut avoir le moment Eureka, en plein milieu des hauts symptômes. Même si les symptômes sont hauts, on se dit « Oh mon Dieu, ce n'est pas dangereux, ce ne sont que des sensations. Je suis déjà correct. Déjà correct. Je n'ai pas besoin d'attendre d'être guéri. Le travail de guérison prend toute une vie. Je peux éliminer la douleur maintenant. Tout passe, la douleur passe, l'anxiété passe. Il y a des périodes de turbulence, mais ça passe comme une rivière. Ça coule à l'infini. Hein? C'est un cycle, c'est un cercle. Ça ne finit jamais, ça coule, ça passe. Rien n'est permanent. Dans la vie quotidienne, on essaie toujours de se donner l'illusion qu'il y a des choses permanentes sur lesquelles on peut compter. Non. Et les psychédéliques sont excellents pour ça. Hein? Je vais finir sur cette note. Je ne conseille pas la thérapie psychédélique pour éliminer la douleur chronique, mais ça peut être utile dans le travail de guérison en général. Les psychédéliques, ils nous disent, sont une accélération du processus thérapeutique. Dépendamment des drogues qu'on utilise, des fois, ce ne sont pas les psychédéliques qui nous guérissent, hein? C'est la thérapie, c'est le travail thérapeutique. Mais ça accélère des fois, ça peut être comme faire 50 sessions en une. Mais ce qu'on réalise principalement... Ah, il y a des gens ici. C'est le moment de terminer. Ce qu'on réalise principalement dans l'expérience psychédélique, selon moi, c'est l'impermanence. Des fois, dans des tripes de champignons comme ça en forêt, je réalisais, oh mon Dieu, je suis en train de me décomposer. Tout est en décomposition. Je suis toujours en train de naître et de mourir à chaque instant. On approche de 45 minutes. On se laisse là-dessus. Tout est correct. Vous êtes déjà correct.